musée juif de Belgique. Je dis nous parce qu'il y avait Zahava, il y avait Daniel et moi qui utilisions ces services. Et ce n'est pas du tout un scénographe, mais il fait un très bon travail de scénographie. Il est très sensible au sujet, aux différents sujets qu'on a traités. Donc, c'était un véritable plaisir de travailler avec lui, même si, vous l'avez dit, enfin, tu l'as dit, Sylvie, ça relève un peu de la gageure de vouloir présenter plus ou moins 2500 ans d'antisémitisme. C'est presque aussi long que l'histoire du judaïsme sur 20 mètres linéaires. C'est évidemment une gageure, pour ne pas dire une imposture, mais l'idée n'était pas d'abord de faire une expo, c'était de faire une présentation de la collection, sachant que la collection est partie à Berlin en mars 2019 et que nous allions travailler uniquement avec des facsimilés sur bois. Donc Christian a réalisé quelque chose d'à la fois esthétique, mais n'a pas voulu non plus faire une œuvre d'art. On ne fait pas de l'art avec des choses aussi difficiles et parfois horribles, mais la collection n'est pas uniquement horrible, contrairement à mes collègues de Caen qui se plaisent un peu trop à dire que tout est horrible. Ben non, malheureusement, il y a des choses humoristiques, il y a des choses artistiques, il y a des choses étonnantes dans cette collection qui fait plus de 9500 pièces aujourd'hui. Alors voilà, donc la présentation, elle est vraiment très générale, elle est basique. On a commencé par un accueil, un texte d'accueil, bien sûr, pour expliquer ce qu'on va montrer aux visiteurs, mais c'était surtout un cadeau, un geste pour le Mensch, pour Arthur, dont je suis très proche, puisque donc j'ai travaillé avec lui un peu au secret quelques années avant d'être engagé par Berlin. Berlin, c'est la destination finale aujourd'hui de cette collection, qui a une responsabilité folle, une responsabilité importante, incroyable, un incroyable cadeau, puisque finalement, cette collection aujourd'hui, c'est un outil pédagogique phénoménal. C'est à la fois, ça s'adresse à tous les publics, c'est vraiment très intéressant pour l'histoire, pour la sociologie, pour l'histoire de l'art, pour la linguistique. Moi, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la plume de fiel qui fait partie du titre, mais sachez qu'il y a toute une littérature là derrière, qu'il y a des choses étonnantes et que ça doit être étudié. Donc voilà, on est au tout début. Si vous avez des questions, je vous dis tout de suite, on ne pourra pas répondre à tout, même Arthur qui connaît très très bien sa collection. C'est tellement énorme, ça demande tellement d'études. Voilà, on est ravis qu'une équipe de recherche de gens tout à fait compétents, d'historiens modernes, contemporains, vont se pencher sur la collection. Et voilà, mais ça va prendre des années avant de pouvoir, si j'ose dire, parler véritablement du fin fond de la collection. Donc 9000 pièces aujourd'hui, là vous allez voir très rapidement 300 images environ. Oui, on a sélectionné, à... j'ai juste sélectionné une trentaine d'images parce que voilà, c'est pas très confortable via visioconférence et puis surtout voilà, j'espère que vous serez indulgents quant à la qualité de certaines photos. Donc le musée de Caen est celui qui pour le moment a eu le courage de faire la plus grande expo, la plus scientifique, qui a travaillé sur 150 pièces. C'était une très belle expo, il y a un très bon catalogue. Mais aujourd'hui, plus modestement, cette expo du CCLJ, réalisée par Christian Israël et moi-même, on souhaite la faire voyager, on souhaite la montrer à un maximum de public, surtout un public non juif qui connaît moins bien le sujet, pour ne pas dire pas du tout, à des jeunes. Donc ça nécessite aussi un encadrement pédagogique, autre que simplement les textes et les légendes que nous avons faites. Mais sachez que l'expo va partir à Luxembourg, à l'abbaye Neumünster. La communauté juive de Luxembourg a souhaité la montrer. Je suis vraiment très content, je connais l'endroit et c'est idéal. Elle sera vue là, bon, hormis le problème, la problématique du Covid, l'abbaye de Neumünster accueille beaucoup de monde, donc ce sera plus confortable, pardon, pour le CCLJ, qui est tombé dans la plus mauvaise période et qui, malheureusement, ne dispose pas non plus, le CCLJ n'est pas un espace privilégié pour les expositions, mais bon, on a fait comme on a pu et je pense que
ça tient tout de même la route. Voilà. Mais je m'aperçois que je suis très, très long. On va passer à… Alors, donc, il y a un texte d'accueil, il y a un texte de mise en garde. Je ne vais pas vous en parler. Ça s'adresse au public plus jeune et au public non juif. C'est qu'il y a des choses très violentes qui sont montrées, il y a des choses horribles, il y a des choses plus belles, il y a des choses plus douces. Mais bref, il y a une mise en garde qui est importante. Et puis, il y a bien évidemment une présentation d'Arthur, succincte, mais qui laisse la place à un documentaire formidable fait par… j'ai oublié son prénom, Monsieur Maillard. Comment ? Pierre Maillard. Pierre Maillard. Pierre, voilà, j'ai oublié son prénom. Pierre Maillard, que j'ai bien connu, puisqu'il est venu filmer à la maison quand je scannais la collection. Il a fait un documentaire tout à fait exceptionnel qui vaut vraiment la peine d'être vu, à la fois pour l'intérêt de ce qu'Arthur raconte, mais c'est très, très bien filmé, là aussi, sous un angle très particulier. C'est passionnant. C'est un vrai récit policier auquel c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet et Arthur aborde le sujet de la collectionnite de manière très particulière aussi. J'espère qu'il en parlera, qu'il dira un mot. Alors, pour passer au panneau suivant, voilà. Sylvie, excuse-moi, Sylvie, j'ai plus rien, je vois plus rien. Voilà. Hein? Je ne vois pas de panneau, je ne vois rien. Ah. Alors, on est sur… Oui. Tout le monde, sinon, vous le voyez, les autres participants le voient? On est dans les trois premiers tableaux. Arthur, regard sur un fléau multiséculaire. J'ai un truc blanc. Ah bon? Veuillez patienter, l'hôte de la réunion vous fera entrer. Voilà où je suis. Alors, je ne sais pas comment on peut vous aider. Alors, je vais recommencer par… J'avance parce que tu connais l'expo, Arthur, et toi, tu prendras la parole. Oui. Avance seulement. Moi, je vais essayer de rentrer. D'accord. Voilà, je suis… Vas-y, continue, Philippe. Donc, le premier panneau, c'est une introduction aux définitions générales de l'antisémitisme. Il y en a 6, il peut y en avoir 8, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait une synthèse de tout ce qu'on voit à la fois dans des encyclopédies, mais surtout, moi, je suis un adepte de Léon Poliakov. Je pense qu'il est toujours inégalé, même s'il s'est arrêté, bien évidemment, il y a plus de 20 ans. Mais les 4 tomes de l'histoire de l'antisémitisme par Poliakov est extraordinaire comme documentation. Donc, on parle aussi évidemment de la définition de l'Europe. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'antisémitisme? C'est très important. On rappelle les grandes lignes, des éléments de définition. Et puis finalement, on aborde très vite les 6 modules. Si tu peux montrer. Alors, toutes ces grandes premières images, cette iconographie, elle n'est pas légendée sur les panneaux, elle l'est à un autre endroit de l'exposition. Donc, rassurez-vous, on peut exactement savoir quelle est cette canne, quel est ce motif bizarre, quelle est cette petite statuette. Tout se trouve dans un cahier de légende au sein de l'expo et à la fois sur un panneau proche de l'écran. Oui. Ah, voilà, très bien. Alors, voilà, par contre, Philippe, je n'ai pas tous les panneaux, enfin, je les ai montrés. Oui, parce que j'ai dû faire une sélection. Et là, si tu veux, je comptais zoomer sur quelques éléments de ce panneau-ci, notamment la petite statuette. Oui, mais je voulais vite simplement dire un mot sur les 6 catégories. Alors, les 6 catégories… Voilà, moi, je l'ai. Comment est-ce que je peux faire pour le mettre online? Attends, parce que je les ai… oui, on a fait des ronds après avoir montré je les ai. objets malheureusement, du coup, je vais dévoiler autre chose. Parce que voilà, t'es passé. Voilà. Ces fameux ronds. Ces fameux ronds sont à la fois esthétiques, ça peut être critiquable parce que Christian a fait mieux que bien, si j'ose dire. Mais c'est extraordinaire. Chacune des cartes mériterait une légende, mais vous imaginez, il y aurait beaucoup trop de texte. Mais donc, à chaque fois, chaque rond illustre un sujet. L'antijudaïsme religieux, le social, l'économique, l'idéologique ou politique, l'ethnique ou racial et le culturel. Avec ça, en gros, toute prétention gardée, on peut vraiment attaquer à la fois
le sujet, les problématiques que ça comporte. Et puis, on peut se pencher sur la collection d'Arthur qui a cette richesse, qui permet de montrer des objets tant autrichiens, allemands, français, anglais. Ce qui est extraordinaire, c'est cette collection de cartes postales anciennes qui est pratiquement mondiale, et donc, ou en tout cas européenne, même avec un gros nombre aussi d'américaines, mais c'est vraiment très intéressant et très important. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a donné, si vous voulez, 6 petits résumés de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme païen, finalement, jusqu'à l'antisémitisme d'aujourd'hui, l'antisionisme même. On termine le panneau après la Belgique, parce que donc, ce qui suit, cette présentation-là très générale, j'ai fait un focus, Christian et moi, fait un focus sur la Belgique. Comme il y a peu d'objets, mais que Arthur trouve chaque jour de nouveaux objets qui littéralement sortent de terre, qui ont été bien cachés, ça m'a toujours impressionné comme en Belgique, le judaïsme ancien est toujours caché, que ce soit positif ou non. Pour revenir à mon sujet de prédilection, nous avons une pierre tombale en Belgique à montrer, c'est tout à fait anormal. Où sont passées les pierres tombales des cimetières? Elles ont été sans doute détruites, mais pas toutes, c'est pas possible. On n'a pas une pierre de synagogue à montrer. C'est tout à fait étonnant pour un pays comme la Belgique, même si c'est le boulevard des conquérants. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup souffert aussi du passage l'armée belligérante. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont fait disparaître toute trace. Donc, dans l'histoire de l'anti-judaïsme et de l'antisémitisme, à part les vitraux de la cathédrale Gudule qui sont très problématiques et très intéressants, on n'a pratiquement rien. Donc, les 30 ou 40 pièces qu'Arthur possède pour le moment sont uniques, elles sont exceptionnelles. Arthur a trouvé de la statuaire, autant que des documents, des affiches d'associations très bizarres, d'associations catholiques durant la guerre qui se spécialisaient dans la conversion des Juifs. Il y a des choses incroyables qui sortent de je ne sais où. On parlera peut-être avec Arthur de la traçabilité des œuvres. Comment fait-on pour trouver tout ça? Mais donc voilà. En gros, avec le Musée juif de Belgique, où j'ai travaillé quand même longtemps là-bas comme conservateur, je peux vous dire qu'on a très peu de pièces, peut-être 50, 60 en tout, quelques cartes postales, mais très fortes. Très fortes, et les affiches qu'Arthur possède sont vraiment aussi très violentes. Elles sont bien évidemment inspirées souvent de la France, de l'Allemagne. Ce qui est formidable, ce sont les photographies des affiches d'Arthur. Je m'explique. Arthur a un photographe verviétois qui, en pleine guerre, prend des photos, des clichés très nets de ces affiches horribles qui sont partout dans le Reich, qui sont traduites et qui sont chez nous en français, exposées dans des villes aussi banales, entre guillemets, que Verviers, que le nord comme au sud. Donc, c'est impressionnant. On voit ça un peu comme on voit les photos du Sturmer qui est mis sous verre dans des placards d'exposition dans les villes allemandes. Eh bien, nous avions aussi des valves, ou comme on dit en Belgique, des façons d'accrocher les posters, de placarder toutes sortes d'infos, toutes sortes d'horreurs. Philippe, je te coupe 2 secondes parce que je comptais vraiment aller dans le sens de l'expo. Donc, si tu veux, je vais revenir en arrière et la Belgique, elle sera un petit peu plus loin. Donc là, en fait, tu as survolé toute l'expo. Mais je vais peut-être revenir en arrière voilà, pour montrer vraiment des images très emblématiques dont vous pouvez peut-être parler, Arthur et toi. Voilà. Surtout Arthur. C'est un poster assez horrible. On voit le juif avec son grand nez, avec son aspect dégoûtant, en train de sucer le sang, et on voit les cadavres là de côté. Et donc d'un côté, il suce le cadavre, ça devient du sang, et puis ça se transforme en argent. Je crois que ça ne peut pas être plus explicite que ça. Et ceci est un grand poster. Voilà. Vous voyez, la chimie ewige et éternelle, aus Volkerblut, le sang du peuple,
il fait de l'or. Donc ça, c'est toujours la fameuse légende du juif qui s'enrichit sur le dos des autres. Alors là, oui, avec l'aspect du... Oui, pardon. Ouais, non. Non, pardon. Ceci voilà, c'est comme, comment il s'appelle, Altimbongo, le fameux peintre, le fameux peintre de la Renaissance. Arcimboldo. Arcimboldo, voilà. Il faisait des visages avec des fruits et des légumes. Ici, c'est le juif qui est formé par, par 4 personnages. C'est assez inventif. Je dois dire que les artistes qui ont fait des dessins antisémites sont extrêmement inventifs. Pour pouvoir trouver chaque fois quelque chose de nouveau, celui-ci est assez extraordinaire. Alors, c'est un dessin qui fait partie d'un recueil d'éducation des nazis. Ça date de 1941, je crois, dans lequel ça s'appelle « Ne te fie pas au renard ». Et on montre aux enfants blonds, les beaux-ariens, on montre de quoi ont l'air les juifs et ce qu'ils font. C'est extrêmement horrible et c'est vraiment très, 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 très négatif. Donc, dans les écoles, il y a eu deux bouquins, 2 livres, 3 livres qui ont été faits spécialement pour éduquer les enfants dans les écoles. Ça, c'est un des livres. Je crois que Sylvie, tu peux peut-être montrer un autre. Oui, il est un peu plus loin. Italien, voilà. Ça, c'est un dessin italien. Il n'y en a pas beaucoup de dessins italiens antisémites. Comment? Et c'est récent en plus. Voilà. Oui, c'est contemporain, c'est pas... Oui. Un responsable de l'usure, de la pédophilie, de la pornographie. Bon, et je ne vais pas dire tout ce dont le juif est responsable, mais regardez cette tête de rat. Alors, on se demande toujours comment ça, moi en tout cas c'est une question que je me suis toujours posée, comment est-il possible qu'un pays avec une culture comme l'Allemagne, avec une tradition vraiment très cultivée, où il y a tous les grands musiciens, les grands écrivains, de gens extraordinaires, comment est-ce que ces Allemands sont arrivés au point à pouvoir détruire 6 millions de Juifs d'une manière de plus en plus horrible? Et tout simplement, moi je crois que les caricatures qui ont été faites des Juifs ont tellement dépersonnalisé le Juif et l'ont montré sous un aspect tellement horrible que dans l'esprit des gens, après avoir vu pendant une centaine d'années, après avoir vu des caricatures pareilles, pour eux, dans leur esprit, le Juif n'était pas un être humain. Et c'est pour ça que, par exemple, Stangl, qui était le commandant de Treblinka, à la fin d'une journée, il est rentré chez lui, il a dit « Ich habe vernichtet 10.000 Stück ». J'ai détruit 100 000 Stück, morceaux. Donc, il n'osait même pas dire des êtres humains, il n'osait pas dire des Juifs, il n'osait même pas les nommer. Parce que dans son esprit, c'était des bêtes qu'il fallait détruire, des insectes qu'il fallait détruire. Et Stangl a été interrogé, donc il y a un bouquin de Széchenyi qui l'interviewait lorsqu'il était en prison. Et pendant tout le bouquin, il explique sa vie, ce qu'il avait fait et comment il était lentement arrivé à devenir d'un simple policier autrichien, comment est-ce qu'il est parvenu à devenir le commandant de Treblinka. Et à la fin du livre, presque tout à fait à la fin du livre, on sent vraiment qu'il comprend l'horreur de ce qu'il avait fait, et 2 jours après, il était mort. Donc ça veut dire que c'est absolument invivable de savoir qu'on a fait cette horreur. Je vais juste revenir 2 secondes sur le petit livre pour enfants, Oui. le petit champignon, le mignon petit champignon. Les Giftpilz, le champignon empoisonné. Voilà. Ici, c'est un livre qui a été donc employé dans les écoles
et qui a été dessiné par Phipps. On le voit ici. Phipps, qui est le dessinateur attitré du Sturmer. Philippe Pendant Ruprecht. 25 ans, comment? Il faut dire le nom, Philippe Ruprecht. Oui, Philippe Ruprecht, nommé Philippe, a dessiné dans le Sturmer, a dessiné pendant 25 ans. Et dans chaque Sturmer qui paraît chaque jour, il y a des dessins. Pas un dessin. Il y a parfois des Sturmer qui sont pleins, où il y a 20 dessins. Et chaque dessin est vraiment une image antisémite plus horrible que l'autre. Donc, ici, donc, dans ce livre, c'est l'éducation des enfants. On montre l'horrible juif qui distribue des bonbons, par exemple, aux enfants. Faites bien attention, ne le suivez pas. On montre une image où il y a le professeur qui dessine sur un tableau le grand nez, les grandes oreilles, les grosses lèvres, l'étoile de David, et tout ça pour expliquer ce qu'est le juif. Donc, c'est vraiment un livre horrible, encore plus horrible que l'autre. Alors là, on va retourner peut-être, voilà. Voilà, ça c'est des petits livrets qui étaient distribués en France et on montrait, voilà, le chancre qui a rangé la France, et ça sort d'un institut d'études des questions juives. Darquier voilà. de Pellepoix, oui, aussi une sale bête. Comment? Le fameux Darquier de Pellepoix qui est, je ne sais pas comment le définir, mais pas le Himmler français, mais presque. Oui. Donc ici, c'est un petit livret, il y a quoi, 10 pages, où on montre le juif sous tous les aspects possibles et imaginables. Et regardez cet horrible dessin. Alors, on passe au panneau dont Philippe nous parlait il y a quelques instants. Et on va peut-être… Le premier panneau, tu peux l'agrandir un peu, le premier panneau à gauche, voilà. Celui-ci? Ici, dans ce panneau à gauche, ça c'est… Oui, très bien, très bien. Alors ici, on voit tout à fait en haut, on voit un enfant qui s'appelle Simon, qui vient de la ville de Trente, au nord de l'Italie. Voilà, ici. Et donc, on voit cet enfant entouré de 6 ou 7 juifs et on l'égorge ici. On ne voit pas très bien ici. On l'égorge et le sang coule dans un plateau. Ce sang devait servir à faire du pain asile. Ici, on voit en bas à droite la même représentation dessinée par Philippe Ruprecht, où on voit des anges qui sont en train de donner leur sang, qui sont exécutés par ces 2 juifs pour donner leur sang pour la même chose. Alors, ce tableau dont je vous parle de Simon de Trente a été peint en 1750. Mais l'histoire s'est passée en 1475, donc dans le village de Trente, où on a trouvé un enfant qui était mort, et les Juifs ont été accusés pour récupérer son sang. Il y a eu 16 Juifs qui ont été tués à cause de ça. Et cet enfant, Simon de Trente, a été canonisé. Il est devenu Saint Simon, le saint des enfants maltraités. Et ça, il est resté Saint Simon jusqu'en 1975, où le pape Paul VI a finalement, après 500 ans, décrété que c'était un mensonge, que cet enfant n'a pas été tué par les Juifs, et il a désacralisé, il n'est plus un saint. Voilà, mais il faut dire, 500 ans ça a pris pour que finalement l'Église revienne à la vérité. Et maintenant, cette légende des enfants sacrifiés, eh bien, elle est encore très aujourd'hui. Quand on entend les Palestiniens qui disent que les Israéliens enlèvent des enfants pour leur enlever des organes, pour vendre leurs organes, cette histoire continue et continuera toujours. Le juif, il a tout fait de mal. Voilà. On va passer à l'antisémitisme social, si vous voulez bien. J'ajoute un petit truc important. Là, oui. Cette histoire de crime de sang,
va être suivi par les profanations d'hosties et c'est très impressionnant, mais il y en a eu 30, 40 rien qu'en Europe, donc ce sont des dizaines et des dizaines de gens qui vont être massacrés pour des récits légendaires. Et Bruxelles a son récit à ce sujet. Hein. C'est on va y arriver. de On va y arriver tout de suite. Pudule. Alors ça, c'est des images sociales qui viennent surtout d'Allemagne et d'Afrique du Nord, je vois. Et comme toujours, en bas à droite, il y a un dessin de Philippe Ruprecht. Il faut dire que dans ma collection, j'ai à peu près 1000 dessins de Philippe Ruprecht. J'en ai trouvé à peu près 1000. Mais il faut dire que ce type, il en a fait, je crois qu'il en a fait 20 ou 30 000. Et il a été condamné à 10 ans de prison après la guerre. Il a fait 6 ans, et puis il est sorti. Et puis il est redevenu un simple peintre dont on n'a plus jamais parlé. L'autre à gauche, c'est un dessin antisémite d'Afrique du Nord. Oui, non, ici on à ne le voit gauche. pas bien. Oui, mais on ne le voit pas. Voilà, je ne l'ai pas, malheureusement. Bon, il faut dire que Voilà. ici, on voit ça. Voilà. Ça, c'est un juif d'Afrique du Nord. Ce qu'il fait là-bas, oui, il y a un qui veut lui brosser des chaussures, l'autre qui veut lui prendre quelque chose. Il faut dire que les caricatures d'Afrique du Nord ne sont pas aussi extrêmes que celles qu'il y a eu en Europe, qu'il y a eu en Allemagne, en France et dans les pays de l'Est. Là, il faut dire que c'était un antisémitisme doux et surtout que je ne sais pas comment les Africains du Nord ils ne peuvent pas représenter l'homme, mais ils ont quand même représenté le juif. Et donc, il y a une différence entre l'antisémitisme anglo-saxon et nord-africain et l'antisémitisme européen qui est extrêmement virulent, tandis que les anglo-saxons, ils font de l'antisémitisme des blagues, ils rigolent, ils se moquent surtout des juifs. Alors, on va passer à l'antisémitisme économique. Alors, Philippe, tu veux dire quelque chose? L'image qu'on voit là, elle est sortie justement du un des petits fascicules français. C'est très bien dessiné, c'est très caricatural. Hein, et c'est l'homme d'affaires malhonnête, l'homme d'affaires qui est combinard, que ce soit avant-guerre, pendant la guerre, après la guerre. Toujours la même rengaine et mais je crois que c'est un autre, celui-là, c'est celui qui dit à la fin qu'il faut mettre tous les étrangers dehors, qu'il faut mettre tous les juifs dehors, le lapsus. C'est encore l'antisémitisme économique. Oui. Ici, de nouveau, l'image des rats juifs. Les souris qui mangent le fromage. Qui sont en train de manger le fromage. Et là, je reviens toujours à cette question quand on a rempli le cerveau des gens avec des images pareilles, on n'a qu'une envie, c'est de les tuer, c'est de les zigouiller. Voilà, c'est ce qui est arrivé chez les Allemands. C'est pour ça que je trouve que le caricaturiste est un des grands responsables de la Shoah. Donc, c'est eux qui ont fait en sorte que le juif soit représenté d'une manière tellement horrible. Alors, ça, c'est quoi l'Europe? L'antisémitisme ou politique? Oui. Bon, voilà, c'est toujours le juif qui organise. Ça, c'est des complots, naturellement, l'histoire des complots. C'est le juif c'est la faute du juif que les Anglais et les Russes, on voit ici Staline et John Bull dans l'Angleterre. C'est pour ça que c'est toujours le juif qui organise ces réunions politiques. Ils sont en train comme toujours, de diriger le monde. Et là en dessous... Ça, c'est une des affiches qui a été traduite dans de nombreuses langues et qu'on voyait en Belgique aussi, bien évidemment. Ça, celle-là, elle n'est pas de Belgique, elle est de France, mais bon. Celle dont je parlais avec Verviers, c'était celle-là.
Oui, 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 d'accord. Alors, on va passer peut-être à l'antisémitisme ethnique ou racial. Ah oui. Oui. Ah bon. Alors Arthur parlait ici, justement des anglo-saxons. Oui. oui, voilà, ça Ce c'est jeu le de mots. genre antisémitisme anglo-saxon. Hein? Donc, il y D'abord a l'accent, There is a hein? pun. Well, who knows, tous avec des grands nez. Who knows? Oui, Si, c'est un jeu de mots. ouais. L'antisémitisme, un petit peu à droite de ce grand nez, on voit, il y a eu beaucoup d'images, non pas ça, d'évolution, Lion. voilà, évolutive. On Ah voit oui, comme là, d'un oignon, oui. comme un oignon devient Gousse un d'ail. juif. Gousse d'ail, oui, oui, oui. Hein? Une gousse d'ail, voilà. Comme une gousse d'ail devient un juif. Ceci. Et là, un oignon, oui. Die Entwicklung der Geschichte einer Zwiebel. Voilà l'évolution de l'histoire d'un oignon. Et alors, si on peut montrer le petit bonhomme qui a une érection, là, bien évidemment, Ah ouais. le juif est un obsédé sexuel, Ouais. mais ce n'est pas très Ici. méchamment dit ici. Rebecca va dire now. Hein? J'espère que ma Rebecca était ici pas loin. actuellement. Mm. Elle n'est pas loin. Donc, parce que il faut dire qu'il y a énormément de dessins de juifs obsédés et qui ont violé ou qui ont pris des jeunes femmes allemandes, c'est surtout en Allemagne qu'on voit ça, qui ont violé ou qui ont maltraité ou qui ont pris des jeunes belles femmes allemandes blondes pour en faire des maîtresses. Comme on voit à peu près en dessous là. Voilà. Et puis il y a les juifs qui sont tous les animaux, des lions, il y a un peu de tout là, un peu en haut. Tu vois, Sylvie? Oui, oui, oui. Attends, je vais. Elles sont à la fois humoristiques et quand même assez virulentes. Donc, on joue sur le lion qui mange de l'ail parce que le juif pue toujours l'ail. Il vient de Pologne, il pue l'ail. Les gens ne savaient pas que les juifs étaient si pauvres en Pologne qu'ils se nourrissaient parfois uniquement d'une gousse d'ail pour pouvoir survivre. Alors là, on va passer à l'antisémitisme culturel. Voilà, donc ça c'est de tous les médias. Hein. Culturel. Le cinéma, le théâtre. Qui occupe les postes clés. Voilà, là c'est le petit dessin. Oui, ça c'est un dessin anglais. Donc c'est de nouveau, on se moque. Ils sont ridicules avec le gros ventre, les gros nez. C'est toujours la représentation des Juifs comme ils sont. On a fait une étude sur le nez juif et on est arrivé à 17% de Juifs qui ont des grands nez. Et puis ils ont fait la même étude sur les non-juifs et ils sont arrivés au même 17% pour les non-juifs. Donc voilà, c'est une histoire qui a été tout à fait composée et voilà, qui date un peu du siècle dernier. Alors Philippe parlait de la Belgique tout à l'heure. La Belgique n'est pas en reste en matière d'antisémitisme. Et voilà la fameuse soi-disant profanation des hosties qu'on va mettre en gros plan. Je dis un tout petit mot et puis je laisse Arthur. Pourquoi? Parce que je me suis intéressé à cette profanation et c'est incroyable de voir qu'il y a eu des vitraux qui existent encore, qui ne sont plus d'époque par rapport à Jonatas, qui ont été refaits, mais peu importe, refaits avec l'aide de Léopold Ier, les sous de notre souverain qui était pourtant proche des milieux juifs et autres. Mais bref, c'est un soubresaut de l'histoire. De ces vitraux, on en a fait des tapisseries d'époque qui se trouvent aujourd'hui à l'IRPA, dans les collections de l'IRPA. Il y a eu des tableaux, des huiles sur toile, il y a des cartes postales. Bref, ça a été rabâché pendant des années, des centaines d'années, jusqu'en 1870, où on a finalement réussi à interdire cette
cette réunion, ces festivités. On organisait une véritable fête dans Bruxelles pour commémorer le prétendu miracle des hosties de Bruxelles. Et voilà, ben donc Arthur a quelques cartes postales de ces représentations-là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave, je te passe la parole. D'accord. Bon, disons, donc pour en revenir, je peux voir une autre image, Sylvie, s'il te plaît, de la Belgique. Voilà. Voilà, là en haut, tu vois un bronze, qui est un très grand bronze. Voilà, ici au-dessus. Un très grand bronze qui vient de Bruges, Ouais. où on montre un rabbin dans toute sa prétention. Et on montre avec de nouveau son grand nez, son aspect horrible, etc. Et à droite, il y a ce tableau qui est assez intéressant. Quand je l'ai acheté, le noble qui tient un revolver, en fait, montrait avec son doigt sur le juif. Mais en restaurant le tableau, on s'est aperçu qu'il tenait un revolver en main. Je ne sais pas si les gens ont mis ça dans leur salon, ce n'était pas très esthétique. Ils ont adouci. De le mettre avec un revolver. Ils ont adouci le truc. Mais ce qu'il y a, c'est donc le juif, il a une quittance et le noble l'oblige à manger sa quittance. Comme ça, il ne pourra jamais le lui réclamer. Et là en dessous, on a les fameux 3 cochons. Alors il y a les 3 cochons. En dessous, ici, il y a 3 cochons. Oui, mais on ne les voit pas très bien. On ne les voit pas bien du tout, je suis désolée. On ne les voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Ces 3 cochons assis sur un banc qui discutent, et tous avec des caractéristiques de juifs. C'est assez marrant aussi, c'est que le juif avait une grosse caractéristique. Dans les caricatures, on voit des juifs avec un chapeau bus, et ils ont toujours des chapeaux bus et des parapluies. Je ne sais pas pourquoi, mais la représentation du juif est toujours comme ça. Et en dessous, au milieu, on voit un horrible couple qui est à la mer. Et oui, là, je l'ai en plus. Voilà, le voilà. Ah, voilà, celle-là. La carte des cochons. Voilà. Oui. La carte des cochons n'est pas une carte belge, c'est une carte qui a été envoyée en Belgique. Je trouvais intéressant de montrer que cette carte typiquement allemande qui montre 3 juifs, en fait, caricaturés, ce sont des gens de Carlsbad ou d'une autre station thermale et qui se réunissent, qui sont transformés en cochons. Elle a circulé partout, vraiment partout en Europe. Et à l'arrière de cette carte, eh bien, il y a un texte adressé à une famille belge. Donc, c'est pour ça que je l'avais mise. C'est, je dirais, la seule pièce qui n'est pas belgo-belge. La carte postale, c'est qu'en fait, le texte qui est à l'arrière, vous savez qu'au début du siècle, on a envoyé des centaines de milliers de cartes postales. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas le WhatsApp. Les gens s'envoyaient des cartes postales 2-3 fois par jour. Et il y a des cartes postales horribles comme celle-ci qu'on voit ici. Et derrière, un petit mot. N'oublie pas d'arroser mes plantes, ou donner à manger à mon chien, ou embrasse ma fiancée, des trucs pareils. Je ne sais pas ce que les gens étaient cherchés à envoyer des cartes postales antisémites. J'en ai à peu près plus de 5000 de ces cartes postales antisémites qui sont plus horribles les unes que les autres. Et quand on voit ceci, c'est quand même on ne peut pas représenter ces gens plus moches que ces deux. Et donc, c'est intéressant d'un point de vue de la banalisation. Hein. Donc, comme tu dis, Arthur, on envoyait ça oui, pour s'amuser. Et là, ils ont rectifié. Non, Albert Bajadouillet, avec l'accent tudesque, l'accent yiddish, mais c'était non Jacob. Bon, donc, vous voyez, on peut même se dire que le type qui a envoyé ça n'est pas plus antisémite que ça. Mais ce qui est horrible, c'est de se dire les gens ne réalisaient même plus ce qu'ils faisaient, ce qu'ils envoyaient. C'était normal, c'était banalisé. Voilà. Probablement Albert est celui à qui on a envoyé le dessin. Pas Chateau. Alors là, on revient sur cette huile sur toile du peintre belge. Oui, donc c'est important. Hein, c'est une grande huile sur toile. Ça, c'est tout à fait étonnant pour moi.
est inconnu, mais vraiment le thème est récurrent dans les cartes, dans les tableaux, c'est le juif à qui on fait manger ses créances. Hein, donc c'est très impressionnant. Dans les tableaux en général, on montre beaucoup le juif qui traite d'argent, qui prête de l'argent, qui achète des antiquités. Voilà, on voit des veuves qui viennent proposer leurs bijoux, on voit toutes sortes de gens qui viennent vendre des choses aux juifs. Donc ça, c'est le sujet principal des tableaux. Mm-hmm. Alors, un petit mot peut-être des journaux qui sont exposés dans le Mazal Café et peut-être ici le Tirailleur avec Dreyfus, certainement. Tout comme la France, la Belgique, s'inspirant d'ailleurs fortement, souvent c'était même des journalistes au XIXe siècle qui venaient à Bruxelles, qui étaient de part et d'autre. Là, c'est incroyable, on voit représenter plus ou moins la bourse de Bruxelles, on pense que c'est Philipson par rapport à l'année, par rapport au texte, je ne peux plus vous le dire, mais bref. Le banquier Franz Philipson qui est caricaturé. Et puis, il y a, donc Arthur a des journaux du 19e comme ça, et puis peu à peu, on voit l'évolution, le 20e avec la période de la avant-guerre et pendant la guerre avec comment il s'appelle, le le Sturmlob, je ne sais plus comment, les deux autres contemporains, c'est pas mon oui, les autres journaux, oui. Mais donc, on va peut-être continuer dans les productions belges. Oui, voilà, c'est du belge. On va continuer peut-être dans quelques productions belges, là. Voilà. Non, ça c'est pas belge. Un dessin encore de Philippe Ruprecht, c'est un des dessins. Il a fait des centaines de dessins, d'esquisses pour rendre le juif de plus en plus horrible. Voilà, une des esquisses qu'il a fait. Die Juden sind unser Unglück, les juifs sont notre malheur. 1000 fois, c'est dit. 1000 fois, on voit cette devise. Ouais. Ça, c'est belge. Voilà. Ça, c'est belge, avec l'ouvrier, le soldat, pour le socialisme. Donc, et ici, il y a tout l'amalgame du juif, avec le drapeau américain, le drapeau anglais, l'étoile russe, et l'ouvrier belge et le soldat allemand qui veulent le roster. Voilà. C'est un amalgame. Le juif rassemblait en lui-même tous les défauts. Encore. Et ça, voilà. Samen zullen wij hem verpletteren. Ensemble, nous allons l'écraser. Donc, c'est vraiment très, très, très brutal, ce dessin. Et ça, c'est ce que dans un dessin dont Philippe parlait plus tôt, la conversion des enfants, des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est les Juifs, naturellement. 1941. Attends, parce que là, j'ai un petit peu du mal à... Voilà, c'est bon. Oui. Ah, celle-là est terrible. Alors ça, hein? Dessin de soviets. Voilà les soviétiques. Les soviétiques, c'est toujours naturellement, que ce soit ici, que ce soit en Russie, c'est toujours des juifs. Le début, les soviétiques, ils étaient composés de plus de 60% de juifs. Donc, et on représente ici de nouveau le juif avec son gros nez, son aspect horrible. Et des massacres dans les photos. L'étoile jaune. Voilà. Et ça, c'est de nouveau les SS qui tuent le monstre avec son étoile. Voilà. Réunion de recrutement de la Légion SS belge, 44 rue de la Loi. Très intéressant. Et Ersatzkommando, hein. On a des panneaux en fer que tu as trouvés aussi, qui étaient placardés dans la ville. Ouais. Comme il y avait la Légion Wallonne, il y a eu la Légion Waffen-SS flamande.
Alors, ce tableau-ci est très important. Ça a été dessiné en 1944 par un dessinateur, un peintre qui s'appelle Dequesne. Et en dessous, vous ne pouvez pas bien le lire, c'est marqué « La race élue ». C'est pour montrer quoi ont l'air les Juifs. Et ça, c'est vraiment le malheur des Juifs. Ils ont un air tellement abattu, tellement noir, tellement terrible. Ça représente vraiment l'horreur qu'on leur a fait. Et il n'en a pas vu beaucoup parce que l'étoile n'est pas correcte. Hein. C'est pas une étoile juive. C'est une étoile à 5 branches. Le Il ne sait même pas que l'étoile juive a 6 branches. C'est un peintre belge. Et l'assaut, voilà. C'est encore un des journaux belges de l'époque. Parce que ceux qui diront que la Belgique n'était pas antisémite, ici, nous avons les preuves qu'elle l'était, et plus que les autres. On va passer à l'antisémitisme contemporain. Alors, contemporain, c'est très intéressant. Ici, d'abord, c'est Ciné. Ciné qui est très connu, qui se considère pas comme un antisémite. Voilà. Protéger les Juifs, jamais j'aurais cru descendre aussi bas. Donc, c'est ce qui se passe. C'est pas la plus aujourd'hui, méchante, hein, qu'on a mise. C'est pas la plus méchante des tout. Oh, non, il y en a d'autres. Mais plus à droite, il y a Rissen qui est un des négationnistes, ici, plus en bas à droite, voilà, ici, d'Israël. C'est un bouquin, voilà. Les milliards d'Israël, escrocs juifs financiers internationaux. Et l'écrivain s'appelle Rissen. Et il a été condamné plusieurs fois. Et encore dernièrement, j'ai vu qu'il était condamné pour propos négationnistes. Ça, c'est les années 80. Hein. Comment? C'est très tardif, hein, c'est très récent, je veux dire. C'est récent, ça date d'il y a peut-être 10 ans. Ça date d'il y a 10 ans, j'ai trouvé ça. Et bon, voilà, il exprime tout le mal que les Juifs peuvent faire. Tout ce qu'on peut imaginer. Alors, à droite, plus à droite. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, ça c'est les fameux dessins du carnaval d'Alost. Alors, wir laten ons nie in de Kasken steken. Donc, on ne se laisse pas mettre dans une armoire. Et il montre le juif comme de la pire époque nazie. Et ça se représente aujourd'hui à Alost. Le fameux carnaval d'Alost. UNESCO, de Joden, wir schuiten in iedereen zijn zakken. On tire dans les poches de tout le monde. Voilà. Ce sont des vignettes textiles. Explique un peu. Oui, ce sont des vignettes, une centaine de vignettes textiles apportées. Qui ont été dessinées et distribuées là-bas au carnaval de l'Ocre. Je suis parvenu à trouver toute la collection d'un coup. J'ai dû faire des pieds et des mains pour la trouver. Parce qu'ils savent ce qu'ils font de mal et ils ne veulent pas le laisser sortir naturellement. Mais il faut dire que là-bas, en fait, ces gens qui font tous ces dessins et toutes ces représentations antisémites, en fait, ne connaissent pas de juifs. Les pires des antisémites aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu de juifs, qui ne savent pas ce que c'est et qui connaissent seulement le juif par les histoires qu'on leur raconte. Et là-bas, à l'Ocre, je crois qu'il y a un seul juif qui habite à l'Ocre. Tout le reste, je ne sais pas où ils ont été chercher ces histoires. Donc, c'est vraiment de l'ignorance, la bêtise et qui continue comme ça. Le bourgmestre ne veut pas avouer et ne veut pas arrêter toute cette saloperie. Voyez, on voit un peu plus bas tout le genre de dessin qu'ils ont fait. C'est vraiment
une pure caricature. Oui, là, je ne les ai pas, Ouais, malheureusement. non, voilà. Sachant que c'est aussi l'UNESCO qui est visé, bien évidemment, les Juifs manipulent l'UNESCO. Et donc, cet album est étonnant. Il faut regarder les petits croquis et les commentaires. C'est vraiment Voilà. une œuvre de On voit quelques petits croquis en dessous. Voilà. Et, qui font 10 cm sur 5. Ouais. Chacun des petites vignettes. c'est des petits textiles qu'on colle sur les vêtements, c'est ça? Oui, ou à coudre, je ne sais pas. Enfin, comme des badges, comment on dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? S'il y a encore quelqu'un. Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, peut-être... je ne sais pas, faites-nous peut-être un signe si vous avez une question. Peut-être, j'ai vu quelqu'un qui bougeait la main. Oui, Ah, bon, voilà, Anne. oui, c'est Anne. Concernant justement l'antisionisme, il y a des images? Oui, il y en a peu. Il y en a une qui est la collection d'affiches iraniennes. Ah oui. On peut la montrer, Sylvie? Le concours. Alors, elle est où? Juste au-dessus du Rissen, là, du dollar vert. Oui. Voilà, ici à droite, au-dessus. Voilà. D'accord. On voit des... Voilà. C'est ça, Holocauste. Un religieux qui pleure des bombes en pensant à l'Holocauste sur les populations. Vas-y, Arthur. Pour les Iraniens, ils ne sont pas antisémites comme ici en Europe, ou comme la gauche européenne. Eux, ils s'occupent que de Gaza. En fait, ils sont anti-israéliens parce que les Israéliens torturent les Gazaouis. Et ici, vous voyez, un juif de nouveau pensant à l'Holocauste, il veut être excusé à cause de l'Holocauste, qui envoie des bombes sur les Palestiniens. Et de ça, on a toute une série, je crois que j'ai une centaine de dessins dans le genre. C'est dans le cadre du concours de dessin négationniste. Oui. Mais ça me fait penser à une caricature où il y a une balance et il y a une victime de la Shoah sur un plateau de la balance et toutes les autres victimes du monde. Et il y a un doigt qui pousse sur le plateau qui montre que les Juifs accordent valeur que le reste du monde. Et plus de... Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, il y a une question écrite aussi. Je vais? Oui, allez-y. La question que je me pose par rapport aux caricatures d'Alost, en tout cas celles qui ont été montrées ici, c'est pour moi, personnellement, il y a une différence entre celle-là, c'est celle de cette année, et celle de l'année précédente, où l'année précédente, il y avait les rats, il y avait tout l'attirail dégoûtant autour de l'image du juif, alors qu'ici, c'est des caricatures, elles ne sont pas jolies, ça peut ne pas nous plaire, mais tant qu'elles sont comme ça, pour moi, elles restent dans l'état d'esprit du carnaval. Celle de l'année précédente, avec le char et les rats autour, pour moi, c'était très différent. Et donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je pense que c'est important de faire la différence quand on réagit. Cette année, ils ont montré des fourmis, des insectes. C'est comme l'époque. Non, je parle de ces images-ci, juste de ces images-ci. Ces images-ci, c'est toutes les phrases qu'il y a à côté. On ne veut pas se laisser faire par les Juifs, on ne veut pas se laisser avoir par les Juifs. C'est tout ça ce qu'ils sont en train d'exprimer. On veut l'UNESCO, on s'en fiche de l'UNESCO, parce que soi-disant l'UNESCO est par les Juifs. Ce n'est pas tellement
l'image, bon, l'image qui n'est pas belle, mais c'est toute la signification qu'il y a là derrière, où il montre que les Juifs sont en train de dominer le monde et que eux, ils ne veulent pas se laisser enfermer. Ça veut dire qu'on doit les laisser faire n'importe quelle couillonnade. Mais je veux dire, à Lost, ils disent constamment qu'on peut se moquer de tout. Mais il faut savoir que pendant la Shoah, il y a eu 1,5 million d'enfants qui ont été tués de manière horrible. Ben, je me demande si les gens d'Alos se moqueraient comme ça de l'affaire du trou, par exemple. Est-ce qu'ils oseraient faire des caricatures sur du trou où il y a 6-7 enfants qui ont été tués? Je montre qu'il y a des limites à tout. Il faut connaître un peu l'histoire pour savoir quand on se moque de quelqu'un, de quelque chose. Ce qui est intéressant avec le char du carnaval d'Alost, c'est que je ne sais plus pour quelle raison quelqu'un cherchait une photo et j'ai retrouvé par chance sur Internet le carnaval de Marburg, qui est pas loin de Nuremberg, je crois. En 1936, le char montre clairement une similitude avec celui d'Alost. Donc, est-ce que les gens d'Alost sont de fiefés chercheurs sur la toile? Je ne sais pas, mais j'ai été très surpris de voir la caricature très violente de ce char de 1936. Pardon? C'est très proche de ce qui s'est passé en Allemagne. Oui, monsieur voilà. Salvador M.H. Oui. Dans le truc carnaval, est-ce qu'on est dans la... Oui, bonsoir depuis Lyon. Je voudrais savoir s'il existe un livre qu'aurait édité Arthur Langermann qui résumerait un petit peu la collection. Eh bien, oui et non. Oui, quand même. Le catalogue du mémorial de Caen. Voilà. J'ai eu donc une exposition à Caen. Vous pouvez le trouver soit sur eBay ou soit sur Amazon. C'est un livre qui s'appelle... oui, merde, j'ai oublié. Ici, je vais vous le montrer. Voilà. Non, mais ça y est, Arthur, je l'ai. Voilà, je le montre. Bon. Dessin, ça s'appelle Dessin assassin. Merci beaucoup. Dessin assassin. Vous pouvez le trouver dans le commerce. Ça montre très bien et il y a de grandes explications sur l'antisémitisme et sur tout ce qu'on montre. Dans ce contexte, vous m'entendez? D'abord, un grand merci à Arthur et Philippe pour les explications. Ma question concerne le statut de cette exposition, de cette archive à Berlin. Est-ce qu'on peut nous donner quelques détails de cet accord avec l'Université technique de Berlin? Quel sera l'avenir de cette collection? Est-ce qu'elle va rester à Berlin? J'ai collectionné pendant plus de 50 ans et comme tous les collectionneurs, on arrive à un point, j'ai maintenant 78 ans, donc on arrive à un point où il faut décider ce qu'on va faire de cette collection. Ça, c'est le grand problème des collectionneurs. Si on collectionne pour son plaisir ou dans un but certain, mais qu'est-ce qu'on fait de cette collection par après? J'ai beaucoup d'amis qui sont collectionneurs et ne savent pas quoi faire. Moi, j'ai cherché dans le monde j'ai toujours décidé que je n'allais pas faire de l'argent avec ma collection, que je ne voulais pas la vendre, je voulais la donner. Et j'ai cherché en Europe, en Amérique, en Israël, qui est-ce qui pourrait employer cette collection. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'Allemagne qui a fait son mea culpa et qui a, dès le lendemain de la guerre, a essayé de réparer tout ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment
cet institut est un institut de recherche et d'études sur l'antisémitisme. Ils ont environ 6 ou 7 professeurs, ils ont des élèves. Ça fait partie de l'université technique de Berlin. Et donc, c'est un institut tout à fait officiel. Nous avons reçu un bâtiment du maire de Berlin dans lequel ils vont pouvoir étudier, faire de la recherche et faire des expositions. Mais avec le Covid qu'on a actuellement, tout ça a été retardé. La construction, la restauration du bâtiment prend du temps. Tout ça, ça prend du temps, mais ils sont occupés. Ils sont occupés à Berlin. Ça prendra un peu plus de temps que prévu. Je suppose que dans une année, on aura le bâtiment restauré et tout ça, et qu'on va commencer. En fait, mon accord avec eux, c'est surtout d'enseigner l'antisémitisme dans les écoles, avec les élèves et avec tout ce qu'ils peuvent, et de faire au moins 1 à 2 expositions par année. Merci. Voilà. Ça, c'est le but. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Voilà, je voulais savoir, en rapport avec les achats des œuvres, il y a 2 sous-questions en fait. La première, à savoir, est-ce qu'il y a un marché de vente de ces dessins, voilà, est-ce qu'il y a un marché? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on établit ceux qui le vendent, le prix de vente Alors, bon, moi, j'ai commencé il y a 50 ans en allant dans les marchés aux puces, les foires de cartes postales, les vieux papiers. Et je cherchais des choses, des dessins ayant trait aux Juifs. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dessins antisémites. Et puis, lentement, je me suis mis à rechercher ça plutôt que le judaïka normal. Et au début, ça ne coûtait pas terriblement cher, mais avec les années, d'abord, il n'y en a pas beaucoup de ces dessins. Et les prix montent parce je n'ai pas énormément de concurrents, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je crois qu'ils sont en Russie, en Ukraine, là-bas, il y a des collectionneurs d'antisémitisme aussi. Et après, il y a 20 ans, j'ai commencé à acheter sur Internet. C'était naturellement beaucoup plus facile. Mais les gens demandent n'importe quoi. Mais voilà, c'est en comparant les prix que j'ai payés précédemment, que je parviens à me faire une idée de ce que ça vaut aujourd'hui. Comprenez? Donc, des cartes postales peuvent valoir de 20 à 200 euros. Il y a des cartes postales qui ont été vendues à 1000 euros. Il y a des affiches qui se vendent de 200 à 3000 euros. Voilà, ça c'est la fourchette de prix qu'il y a. Je connais la fourchette, je sais ce que ça vaut. Je connais la rareté aussi, c'est selon la rareté de l'objet qu'il fait payer plus. Ça veut dire, sur les 10 000 pièces que j'ai, si c'est une pièce que je n'ai pas, elle devient rare parce que je ne l'ai pas. Et donc, je suis prêt alors à ce moment-là à payer un peu plus. C'est un peu comme ça, c'est l'offre et la demande. Mais il y a actuellement de plus en plus de concurrents, beaucoup plus que moi. Par exemple, il y a des enchères et je mets un prix maximum que je veux dépenser, je mets disons 100 euros, mais parfois je vois que c'est vendu à 200 ou à 300 ou à 1000. Est-ce que vous avez une idée de ceux qui achètent également des dessins identiques à ceux que vous avez? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils font, pourquoi ils les achètent et dans et qu'est-ce qu'ils font avec? Il y a certains musées qui achètent et je sais que dans les pays de l'Est, ils ont fait quelques musées de judaïka dans lesquels ils veulent incorporer un peu d'antisémitisme. Mais bon, il n'y a personne au monde qui est spécialisé comme moi et qui
crois qu'il n'y a pas de gens qui ont mis autant d'énergie. Oui, je voulais vous demander, au niveau de votre motivation, au départ, il y avait la volonté de comprendre, mais peut-être aussi la volonté de soustraire ces images à des personnes peut-être mal intentionnées. Aussi, Quelle était votre motivation? Ce sont les deux. La première, d'abord, il faut connaître la psychologie d'un collectionneur. Un collectionneur, c'est un boulimique. Il veut absolument avoir, il veut absolument acheter, il veut absolument posséder. C'est posséder le truc. Et quand je vois quelque chose et que ça me plaît ou que ça manque dans ma collection, mais il y a même des choses que j'ai achetées 3, 4, 5 fois, des séries de collections, uniquement pour que ça ne se vende plus et pour les sortir du commerce. Oui, mais là, si je puis me permettre, il y a du boulot parce que moi, j'ai été terriblement surpris, choqué de voir la quantité déjà, bon, bien évidemment pas 19, il y a 19 000 scans de la collection, 19 000 images pour environ 9 000 objets, mais il y a des milliers de cartes postales accessibles sur Internet qui sont, alors, je dirais à peine 20% concernent des grands instituts USHMM, des gens bien, des instituts de recherche, mais il y a aussi des cinglés, des vendeurs et des acheteurs, et c'est quand même un drôle de monde. Je suis étonné que ce soit aussi peu réglementé, que ce soit aussi accessible. Je comprends maintenant un peu mieux l'obsession de l'équipe allemande, puisque donc moi je travaille avec les Allemands à Berlin, même si je reste à Bruxelles pour m'occuper des expos en dehors de l'Allemagne. Et ils ont très peur de la dissémination de ces photos. Ils ont du mal à les donner aux journalistes, ici et là, mais je leur ai dit, mais ouvrez votre ordinateur et regardez. C'est très, très, très impressionnant de voir la vitrine d'un shopping, hein, je ne peux pas le dire autrement. On tape antisémitisme et puis on se met dans images sur Google et faites le test, vous verrez des images très connues. Bon, le plus souvent... Il y a plein d'images, mais elles sont clichés. difficiles à acheter. Hein. Trouver celui qui est prêt à les vendre. C'est ça surtout ma recherche. Oui, non, et surtout, toi, tu as toutes celles qu'on ne voit pas sur Internet. Donc, ce sont des images très connues, mais j'étais étonné de voir à quel point ça circule, et de plus en plus, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec... de la malveillance, je ne sais pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez fort en informatique pour m'apercevoir de ça, mais... Il y a de tout. Il y a de la malveillance, mais il y a aussi des gens qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Il y a surtout beaucoup d'ignorance. C'était une question intéressante parce que, voilà, on peut le voir aussi, hein, au prix à qui on a affaire si quelqu'un vend la carte à tel prix ou à un autre prix, ça nous donne une indication de qui est le bonhomme. Et bon, voilà. Mais par exemple, Delcamp, le grand vendeur de cartes postales, j'ai rarement vu, je pense qu'il ne joue pas avec ça, il ne vend pas d'antisémitica. Hein. Non, très. Delcamp, tu vois, qui vend des millions de cartes postales par an. Mais bon, il y a des centaines de sites de vente. Mais alors, ma question, c'est toi qui regardes depuis bien plus longtemps que moi, est-ce que c'est récent ou c'est ces 10 dernières années qu'on en voit autant sur Internet? Oui, c'est 15 dernières années. On en voit de plus en plus, et surtout maintenant. Mais en fait, je ne trouve pas de trucs que je n'ai pas. C'est rare que je trouve un dessin, une carte ou quelque chose que j'ai envie d'acheter parce que j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Voilà. Voilà. S'il y a encore quelqu'un qui... Excusez-moi, vous avez tous ces objets en mémoire? Oui. Vous voyez défiler comme ça sur Internet des images, vous dites « Ah oui, celle-là, je l'ai, tout ça Oui. En général, je me souviens très bien, malgré mon âge canonique. Je me souviens très bien
Mais il arrive que parfois j'en achète deux les mêmes. Ça arrive. Mais bon. Et alors, vous les échangez comme Non, je des... ne change pas non plus. Non. Ce qui est un collectionneur boulimique. Je suis un malade. Voilà. Non, mais il y a quelque chose de très positif à dire, c'est que nous avons tellement de doubles importants, des affiches et tout ça, et que Arthur comptait les donner, les offrir à d'autres institutions. Donc, il y avait les Américains qui nous ont sollicités. Je connais une institution à Bruxelles qui souhaiterait, mais c'est plus compliqué étant donné la façon dont ils sont comportés. Mais voilà, ces doubles pourraient aller dans d'autres instituts de recherche, évidemment. Et Arthur, je voulais juste savoir, tu continues maintenant que tu as cédé ta collection, tu continues à en acheter encore? Oui. Je suis un malade, hein, j'ai dit. Je suis un malade. Je ne peux pas m'arrêter. C'est comme quelqu'un qui a faim et qui est devant une table bien servie. Et il bouffe. Hein? Non, je continue encore à en acheter, mais j'achète des trucs plus rares, plus difficiles à trouver, etc. Plus dans les tableaux maintenant que dans les cartes postales. Mais je continue. Je trouve encore des trucs très intéressants. Surtout, tu continues à transmettre, c'est-à-dire à les offrir à Berlin. Oui, j'achète pour les offrir. Un collectionneur m'a proposé toute sa collection d'objets antisémites, mais il me demande trop d'argent. Voilà, je n'ai pas envie de me ruiner tout à fait. En fait, comme vous devenez connu, de plus en plus connu, effectivement, on vous propose de plus en plus de choses. Ouais. J'ai environ une dizaine de rabatteurs qui cherchent à gauche et à droite, dans toute l'Europe, et quand ils trouvent quelque chose, ils viennent me le proposer. Et effectivement, j'ai reçu dernièrement une affiche et un casse-noisette antisémite, avec une très belle pièce, n'est-ce pas, Philippe? Oui, voilà, une très belle pièce. Donc, des gens m'offrent des trucs, ce qui est, je crois, très touchant. Ils se disent, voilà, on vous veut donner ça pour ajouter à votre collection. Oui. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Personne ne répond. Le tour, en tout cas, pour ce soir. Allez, d'accord. Voilà, et la prochaine fois, je reviendrai vous expliquer d'autres trucs encore. Un grand merci. Je t'entends pas. Sylvie, je t'entends. Un grand merci. Oui, merci. Merci On espère garder l'expo jusqu'en janvier. Et pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de la voir, vous pourrez la voir à Luxembourg, à Neumünster, dans l'abbaye de Neumünster. Mais aussi le 20, vers le 20 décembre, il y a la caserne de Saint, une grande exposition. À la caserne de Saint, il y a une grande exposition où vous êtes tous conviés. Ça s'appelle Fake Images. Ouais. Il s'intitule Fake Images. Je crois que ça va être une très belle exposition parce que Philippe s'en occupe aussi un petit peu. Hein. Bon, merci beaucoup. Et il n'y a pas d'exposition prévue pour la France? Non, pas pour le moment. Hein. Celle du CCLJ va aller à Bordeaux après Luxembourg. Lorsque j'ai fait l'exposition au mémorial de Caen, c'était une grande exposition. Il y a eu à peu près 500 000 visiteurs. J'ai eu le préfet, j'ai eu le maire, j'ai eu le monde politique qui m'a félicité et qui m'a dit on va faire. Ça s'est passé en 2017 et aujourd'hui, je ne suis pas plus loin qu'à l'époque. Donc ces gens ne sont pas vraiment intéressés. Il faut dire que le mémorial de Caen, Stéphane Grimaldi est un homme extraordinaire qui a aidé à écrire ce livre et qui a le premier osé montrer une exposition sur l'antisémitisme.
Parce qu'en général, tout le monde a peur de montrer de l'antisémitisme. Tout le monde a peur de provoquer le reste du monde. Tout le monde a peur de montrer ce qui est arrivé aux Juifs. Tout le monde a peur de ça. Voilà, donc lui, je l'admire très fort pour ce qu'il a fait et c'était une expédition extraordinaire. Voilà, et j'espère qu'à Dossin, ce sera la même chose. Il y a une dernière petite question qui est apparue. Arthur, on te demande s'il y a des faux. Ah, oui. Oui, oui. Il y a en Ukraine, un groupe de faussaires qui prennent du vieux papier, et ils collent dessus des copies de dessins et qui essaient de les faire passer pour des vieux. Il y a une technique aussi, par exemple une carte postale en général, elle a un film en papier transparent au-dessus de la carte postale. Les faussaires enlèvent le film et collent dessus une reproduction. Mais à l'arrière de la carte, on a les timbres datant d'avant la guerre. Donc, la carte postale passe pour être originale parce qu'à l'arrière, on voit en fait une date. Il faut dire que les collectionneurs de cartes postales préfèrent toujours avoir une carte qui a été envoyée qu'une carte où il n'y a pas de texte derrière. Parce que le fait que ça a été envoyé, c'est une authentification de l'objet. Mais ici, ils sont extrêmement doués et ils font des imitations. J'ai acheté toute une série de dessins, 5000 à peu près, en Ukraine, croyant que ça a été fait par un rabbin ukrainien. Braverman. Oui, un rabbin qui montre voilà, en 1945, qui montre la vie dans un village en Pologne, qui s'appelle, comment s'appelle le village? J'ai oublié le nom. Moi aussi. Pas grave. Donc, j'en ai acheté, et puis c'était très controversé. J'ai des experts qui ont dit qu'ils pensaient que c'était vrai, et d'autres qui ont dit qu'ils pensaient que c'était faux. Et finalement, je suis convaincu que c'était du faux. Et tout ça, il y a beaucoup de faux. Et quand je regarde les ventes, par exemple, sur le site Internet, le site de vente, je reconnais directement les copies. Je vois directement et j'envoie toujours des lettres aux vendeurs pour leur dire qu'ils doivent les retirer de la vente parce que c'est des vulgaires copies. Et les gens commencent à demander des prix. Au début, ils vendaient ça pour 1, 2 euros des copies, mais aujourd'hui, j'ai vu, ils le vendent déjà à 75, 60, 80. Donc, ils font déjà, mais c'est du faux. Et pour les Ukrainiens, 80 euros, c'est énorme comme montant. Shtetl de Kolomia. Kolomia, voilà. C'était un shtetl en Pologne et soi-disant, c'était des dessins faits par un rabbin. Mais bon, il y a certains dessins qui montrent des femmes nues et je doute qu'un rabbin ait été jusqu'à dessiner des femmes nues. Donc, mais le papier a l'air ancien, le dessin a l'air ancien, tout a l'air ancien, mais je suis convaincu maintenant que c'est du faux. Ça arrive hein, d'acheter parce que souvent, je ne vois pas même l'objet avant d'acheter, je le paye avant de le recevoir. Je regarde sur le net, j'essaie de le voir le mieux possible, mais bon, après 50 ans de collectionnite comme ça, je sais reconnaître ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que Sylvie veut te remercier. Vous remerciez vous deux, à mon avis. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais donc voilà. Je crois merci à tous et c'était passionnant. Merci Arthur, merci Philippe.
Merci. Merci, au revoir. C'était très Salut intéressant. Sylvie. Merci, au revoir. Salut Albert. Salut Philippe. Salut Arthur. Salut tout le monde. Merci. Ah, salut Anne-Laure. Ah, Izzy, tu es encore là, toi? Je suis avec Anne. Ah oui, maintenant je comprends. Anne de Potter, je ne connaissais pas, mais Anne, je vois, d'accord. Salut Anne. C'est pour ça qu'on a les masques. Bon. Voilà. Ben, Merci.